Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les chances d'exhumer des témoignages directs sur le séjour des Hébreux en Égypte ou sur la vie de Moïse sont excessivement maigres, vous l'imaginez bien, et vous vous doutez bien qu'on cherche depuis longtemps. Malgré tout, l'histoire du personnage central de l'Exode, Moïse, porte en elle-même des indices qui permettent de déterminer de quel pharaon il s'agit. Selon le récit biblique, les Israélites sont astreints à fournir des briques pour les villes de Pi-Ramsès et Pithom. Or, l'un des premiers actes de Ramsès II est de proclamer la fondation d'une nouvelle capitale, Pi-Ramsès, le domaine de Ramsès, à Avaris, l'ancienne capitale des Hyksos. C'est cette résidence du delta qui est désignée dans le livre de l'Exode. Comme toujours, et ça tout le long de son long règne, Ramsès II voit grand. Sa capitale, c'est un peu le Versailles, si vous voulez, de l'époque, chanté par les lettrés contemporains. Je cite, « Sa Majesté s'est construit un château qui s'appelle Grande Victoire. Il est situé entre le désert oriental et le delta, nourriture et victuailles y abondent. Il a pour modèle Thèbes et durera autant que Memphis. Le soleil se lève en son horizon et il s'y couche. Chacun abandonne sa ville pour s'y installer. Son quartier ouest est la maison d'Amon, son quartier sud, la maison de Seth. Astarté est au levant et Bouto au couchant. Le château qu'il contient ressemble à l'horizon des cieux. Ramsès, aimé d'Amon, en est le dieu. Montou, du double pays, le héros. Le soleil des chefs, le vizir. La joie d'Égypte, aimé d'Aton, le maître. » La ville regorge de palais construits en briques avec des porches en pierre, des salles officielles décorées de tuiles vitrifiées. Les maisons des princes et des hauts fonctionnaires sont groupées autour du palais. Le reste de la ville se compose de bureaux, de casernes, de magasins et d'entrepôts. Aujourd'hui, il n'en reste que des ruines, mais quand je vous parle de Versailles, c'est un peu ça. La ville de Versailles aujourd'hui, c'est exactement ça. Tout s'est construit autour du château. C'est exactement la même chose, sauf que c'est plus en ruine, bien sûr. C'est donc pas surprenant qu'on n'ait aucun document sur les Israélites vivant aux portes de Pi-Ramsès. Malgré tout, on sait par les textes et les inscriptions des tombes que des Asiatiques vivent auprès de Pharaon en tant que grands officiers. Les persécutions des fils d'Israël dont parle le livre de l'Exode font sans doute référence à l'action menée contre les Bédouins par les pharaons de l'époque, les pharaons ramsides, quand ils veulent soumettre aux lois du palais toutes les peuplades situées entre le Negev et l'Égypte. Sous le règne de Ramsès II, des non-égyptiens sont enrôlés de force pour travailler sur les chantiers royaux. À Memphis, je cite, « Des apirous qui apportent de la pierre pour le grand pylône du monument de Ramsès II, bien-aimé de la vérité. » Le papyrus Anastasie fait allusion à des ouvriers produisant leur nombre quotidien de briques, indiquant qu'il n'y avait personne pour faire les briques et pas de paille pour les environs. Sous le règne de Ramsès II, des contremaîtres surveillent le rendement de la fabrication des briques et les comptes des briques fabriquées sont tenus sur des rouleaux de cuir. Et l'un d'entre eux nous apprend que 40 chefs doivent atteindre le chiffre quotidien de 2000 chacun, c'est-à-dire 80 000. Mais ces chiffres, on le sait, ne sont jamais respectés. Les listes de travail de Der el-Médineh, le village des ouvriers qui creusent les tombeaux de la vallée des rois, indiquent que les travailleurs bénéficient de jours de congé pour toutes sortes de raisons, même pour, je cite, faire des offrandes à leurs dieux. Et de même, pour faire sortir les Hébreux du pays d'Égypte, Moïse demande l'autorisation au pharaon d'aller adorer leurs dieux dans le désert. La Bible parle d'un grand nombre d'Hébreux en Égypte. Or, là encore, l'archéologie ne confirme pas cette affirmation. Alors c'est vrai, des archéologues décèlent parfois, ici et là, de rares vestiges sémites. Mais ils ne présentent aucune caractéristique typiquement israélite. Seule la stèle de Merempta mentionne clairement Israël, mais désigne de petits groupes d'individus et non pas une nation unifiée. C'est dans le tombeau du monarque Khnumhotep II à Beni Hassan qu'on trouve l'une des plus anciennes représentations de caravanes de Sémites de Canaan. Elle est datée de la 6e année du règne de Sésostris II, c'est-à-dire vers 1890 avant Jésus-Christ.
On y voit un certain Abisha, désigné par le titre de prince des pays étrangers, suivi de tout un cortège d'hommes et de femmes en costumes colorés, caractéristiques des nomades, barbus, accompagnés d'animaux exotiques, notamment des gazelles. Abisha est considéré comme l'un des principaux partenaires commerciaux du monarque parce qu'il fournit des produits très recherchés par les Égyptiens, par exemple des fards et de l'antimoine destinés à la fabrication de cosmétiques. Les accords commerciaux conclus avec ces nomades sémites ont été rendus possibles grâce à la politique extérieure très active du prédécesseur de Sésostris II, Amnémat II d'ailleurs, qui a régné sur l'Égypte pendant 34 ans, de 1929 à 1895, toujours avant notre ère bien sûr. Il s'est en plus associé au roi de Byblos pour que des matières premières et des produits exotiques comme des bijoux, du bois, de cèdre, des objets en argent, soient exportés du Liban jusqu'à la cour pharaonique. En échange, on sait que des matériaux précieux venus d'Égypte, notamment de l'or, sont acheminés jusqu'au pays des cèdres. Des bijoux portant le nom d'Amenemhat II ont d'ailleurs été retrouvés sur le site de l'ancienne capitale libanaise. En Égypte, un lot d'objets de grande valeur et d'une qualité exceptionnelle ont été exhumés dans les fondations d'un temple dédié à Montou, près de Luxor. Il contient des coupes en argent de style levantin et égéen, c'est-à-dire grec. Les archéologues pensent qu'il pourrait avoir constitué une partie du butin ramené par le roi auprès de ses campagnes. Et l'épigraphie atteste que de nombreux domestiques de cette période portent des noms proche-orientaux, c'est des prisonniers de guerre. Un autre site moins connu, et pourtant d'une importance historique majeure, a été fouillé par les archéologues. Il s'agit du site de Serabit el-Kadim, qui est perdu comme ça au milieu du désert du Sinaï. Des mines de cuivre et de turquoise ont été exploitées pendant des siècles à cet endroit. Le principal intérêt du site, occupé entre le Moyen et le Nouvel Empire, c'est d'abriter de nombreuses inscriptions, en égyptien hiéroglyphique, mais aussi d'étranges symboles proto-sinaïtiques. Ces signes témoignent de l'implantation et de cohabitation de mineurs égyptiens et sémites. L'archéologue anglais Flinders Petrie, qui a eu l'honneur d'exhumer la stèle de Meremta, s'est longuement interrogé sur les relations qu'avaient pu entretenir ces ouvriers issus de ces deux communautés. Et au moment des investigations, il est tombé sur un petit temple érigé en l'honneur de la déesse Hathor, la divinité protectrice des mineurs, et dont l'un des titres est celui de maîtresse de la turquoise. Il en a conclu que les mineurs, bien qu'étant d'origine différente, ont ensemble rendu un culte à cette déesse dans un rite commun. Son intuition s'est trouvée confirmée par la découverte d'un petit sphinx représentant la déesse et portant des graffitis dans les deux écritures, hiéroglyphiques et proto-sinaïtiques, que certains linguistes ont tenté de rapprocher de l'hébreu ancien. On peut y lire une dédicace à Baalat, la grande déesse de Byblos, assimilée à la déesse Hathor par les Sémites. Je vais revenir dans une autre émission sur l'invention de Dieu, du Dieu unique. Mais on va retrouver un petit peu tout ça, mais ça va être intéressant justement de mêler. On va avoir l'impression d'avoir un grand dossier sur la Bible, ça va être assez énorme. Bref, on retrouve des ouvriers d'origine étrangère dans le tombeau de Rekhmir, maire de la ville de Thèbes, et puissant vizir des pharaons Thoutmôsis III et Amenophis II, des puissants pharaons de la 18e dynastie qui ont régné entre dans le 15e siècle avant Jésus-Christ. Les murs de la tombe sont décorés de scènes relatant son parcours professionnel et notamment les chantiers qu'il a eu à surveiller. Et c'est comme ça qu'apparaissent sur les parois peintes des personnages qui ne sont clairement pas égyptiens en train de fabriquer les fameuses briques. Et l'un des ouvriers représenté en train de mouler une brique est un sémite reconnaissable à la couleur de sa peau et à ses yeux clairs. Enfin, comment ne pas évoquer les Hyksos, ces fameux chefs des pays étrangers, j'en ai déjà parlé dans l'émission précédente, comme les Hyksos, donc chefs des pays étrangers, comme les appellent les pharaons, en reprenant une épithète qui désignait 4 siècles plus tôt les peuples sémitiques qui circulaient en Égypte. Leur origine levantine ne fait aucun doute si on s'en réfère à leurs noms de consonances étrangères, tels que Yacoub-Ar ou Yacobam. Ces peuples d'origine sémite se sont installés dans le delta du Nil. Ils ont fondé leur propre capitale, Avaris, qui a par la suite été détruite et démantelée par les fameux pharaons libérateurs qui ont chassé ces intrus et rendu à l'Égypte son intégrité.
Mais le souvenir de cette période troublée, pendant laquelle des étrangers sémites ont constitué un véritable royaume indépendant, un royaume dans le royaume si vous voulez, un État dans l'État, qui ont défié la monarchie égyptienne, eh bien c'est fortement implanté dans les esprits et dans la conscience égyptienne. Et ce souvenir peu agréable a rendu les Égyptiens beaucoup plus méfiants à l'égard de leurs voisins et surtout envers les nomades de Canaan. Et du coup va naître alors, de ce qui est vécu comme un véritable traumatisme, tout un lot de clichés et d'idées préconçues sur les peuples originaires de Canaan, comme par exemple les Hébreux, que Manéthon confond avec les Hyksos. Et c'est ça aussi l'histoire de Moïse. Le drame des deux mondes, deux cultures qui ne se connaissent pas et qui sont aveuglées par leurs préjugés et leur méfiance à l'égard de l'autre, à l'égard de l'étranger. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.